France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'amiante au travail, histoire d'un scandale de santé publique. Drôle de substance que l'amiante, blanche ou grisâtre, aux propriétés merveilleuses. Elle résiste au feu, elle offre une faible conductivité thermique, acoustique, électrique. Elle est facile d'utilisation et surtout, elle est peu chère. Dès lors, pourquoi s'en priver? Parce qu'elle représente un danger pour la santé des gens exposés ou parce qu'elle est mortelle? Bon, allez. Mais pourquoi une prise de conscience si tardive du danger de la France est-elle intervenue en France ? 1930, date des premiers rapports scientifiques sur la nocivité de l'amiante. Dans les années 60, des études démontrent une explosion des cas de maladies professionnelles liées à la fibre. Les pouvoirs publics font la sourde oreille. Est-ce qu'on ne pourrait pas songer à trouver des matériaux de remplacement qui seraient moins dangereux que l'amiante ? Madame, monsieur, bonjour. La fabrication, l'importation, la mise en vente de produits contenant de l'amiante vont donc être interdites. On n'avait pas le droit de parler de l'amiante. On n'avait pas le droit de dire que c'était de l'amiante qui rendait malade. On voyait les ouvriers malades. Et c'était où, d'après le docteur, où les gens fumaient trop, ou ils buvaient. Alors ça, c'est le codage systématique pour éviter que les ouvriers soient capables de juger de leurs propres conditions d'empoussièrement. Ça, c'est inadmissible. Oui, ça c'est très aux yeux important, je veux dire. C'est la poudre aux yeux, on n'y comprend rien. Et grâce à nos invités aujourd'hui, nous allons comprendre enfin quelque chose. Bonjour Renaud Bécaud. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble et avec aujourd'hui Anne Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, ingénieur de recherche à l'université Sorbonne Paris-Nord et Emmanuel Henry. Bonjour. Bonjour. Professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'amiante, ce qu'est ce scandale. Mais déjà, je le dis clairement, qu'est-ce que l'amiante ? Est-ce que quelqu'un ici peut me donner un élément de réponse ? Si on vient vous voir, on dit qu'est-ce que l'amiante ? Déjà, il y a un aspect naturel, Renaud Bécaud. Oui, alors c'est un minéral fibreux. En fait, quand on parle d'amiante, on parle d'un minéral qu'on trouve à l'état naturel, qu'on extrait dans des carrières d'amiante dans différents pays dans le monde. Dans les principaux pays extracteurs au XXe siècle, ça a été le Canada, particulièrement dans la province du Québec, et puis des pays de l'ancien bloc soviétique, que ce soit la Russie ou le Kazakhstan. Donc ce minéral, on peut le trouver sous différentes dénominations. Il y a plusieurs types d'amiante, le crocidolite, le chrysotile, on y reviendra parce que ça a permis ces différents types d'amiante de permettre aux industriels de dire qu'il y avait différents types de nocivité aussi de ces différentes catégories d'amiante. C'est naturel, donc ce n'est pas dangereux. Non, mais à l'état naturel. C'était exactement l'argument des industriels justement du Québec là qui avaient créé l'institut du chrysotile à un moment pour essayer de relégitimer l'usage de l'amiante en disant que le chrysotile bien utilisé sous un usage contrôlé, on reviendra sans doute sur cette notion, pouvait être moins nocif que les autres catégories d'amiante en effet. Et à quoi l'amiante est-elle utilisée ? Parce qu'une fois que nous avons identifié ce produit-là, il faut peut-être déjà le transformer un peu pour pouvoir l'utiliser, ou alors il peut être utilisé à l'état brut ? Renaud Bécaud. Alors en général, il est plutôt transformé. Les premiers usages, en général, dans l'histoire, ça a été des tissus qui étaient fabriqués en amiante parce qu'ils permettaient d'éviter l'inflammation. C'est pour ça qu'on utilise de l'amiante. C'est un matériau qu'on dit ignifuge, qui ne peut pas s'enflammer. Donc des tissus, puis des mèches pour des lampes à huile principalement dans un premier temps. Et puis après, à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, on a toute une série d'usages qui vont se diversifier de l'amiante, toujours en lien avec ses propriétés ignifuges. Donc ça va pouvoir être de l'isolation thermique, de l'isolation de réseaux électriques, des matelas qui seront faits en amiante, des fauteuils. Ce sera utilisé dans la construction navale, dans le BTP, les bâtiments et travaux publics, etc., etc., et dans les freins d'automobile, entre autres. Anne Marchand, dans ce que j'entends là ici, c'est que l'amiante est partout. C'est-à-dire que l'amiante est présente dans le monde du travail. Donc pour les travailleuses et les travailleurs qui y sont confrontés, c'est un danger. Mais c'est un danger pour l'ensemble de la population parce que ensuite l'amiante quitte cet univers professionnel et nous la retrouvons partout. Effectivement, en fait, on peut suivre l'amiante depuis son extraction. Donc, les premières personnes qui vont être concernées par les effets sanitaires de l'amiante, ça va être ceux qui participent à son extraction dans les mines ou dans les carrières. Et puis, il y a aussi ceux qui vont transporter l'amiante. Les dockers vont être extrêmement touchés à l'époque où on transporte l'amiante aussi encore dans des sacs en jute, où donc il y a beaucoup de poussière. Il y a ceux qui vont être en contact avec des produits amiantés, donc comme le disait Renaud tout à l'heure, et les salariés du BTP, la rénovation, la démolition,
démolition. Il y a des mécaniciens qui interviennent sur les voitures avec des plaquettes de frein, mais il y a aussi des ascensoristes pour les mêmes raisons. Et puis, moins connu, il y a aussi des coiffeuses, il y a des repasseuses, parce que là, on parle beaucoup au masculin. Il y a des soudeurs et des soudeuses. Il y a toute une diversité de personnes, mais au-delà de ce monde du travail, il y a aussi les familles des travailleurs, des usines de transformation de l'amiante qui vont être concernées, et puis plus largement ensuite les consommateurs, les usagers de bâtiments amiantés, etc. Est-ce que l'amiante est dangereux en tant que tel, au sens où si dans ce studio de France Culture nous posons un bout d'amiante, nous risquons d'être contaminés ? Alors, ce qui est dangereux, justement, ce sont les poussières d'amiante, en fait, qui se dégagent d'un matériau. Alors, c'est vrai, et l'argument, justement, des industriels, c'est de dire, par exemple, quand on a utilisé beaucoup l'amiante-ciment, en fait, on utilisait l'amiante dans le ciment pour le rendre plus robuste. Et donc, l'argument des industriels, c'était de dire, quand l'amiante est bien emprisonnée, il n'y a pas de poussière d'amiante, donc c'est pas dangereux. Et en fait, en effet, ce qui est dangereux, c'est quand, dans un bâtiment où il y a de l'amiante-ciment, on va avoir un électricien qui va percer, un plombier qui va intervenir, etc., etc. Et en effet, c'est la poussière d'amiante, quand elle est inhalée, quand elle est respirée, qui, en rentrant dans le poumon, produit une série de pathologies. Avec de terribles conditions de travail. Sa maladie, Michel Bussy a mis bien des années à l'accepter. Bien sûr, il s'était rendu compte qu'il toussait de plus en plus souvent, mais jamais cet ancien docker n'aurait imaginé développer une affection pulmonaire à cause de l'amiante, à cause de ces fibres blanches qu'il a côtoyées pendant 30 ans sur le port du Havre. Personne ne nous avait jamais dit que c'était dangereux. Personne ne nous avait dit un jour de mettre des masques ou de mettre une tenue spéciale. Donc nous, on travaillait normalement. On était couverts d'amiante. Et quand on se mouchait, on mouchait noir, complètement noir. Et on avait les cheveux blancs. On devenait des véritables grands-pères. Voilà un témoignage qui date de l'an 2000. Anne Marchand, ce sont les dockers que vous évoquiez à l'instant. Là, nous étions au port du Havre, avec, dans ce témoignage, l'idée que les travailleuses, les travailleurs ne se rendent pas compte du danger. Ils ne le savent pas. C'est très difficile en fait de se rendre compte du danger puisque c'est pas la même chose que si vous travaillez auprès de presse et que vous avez le risque d'avoir des doigts coupés ou que vous mettez les mains dans l'eau chaude par exemple. Enfin, tout de suite on s'en rend compte. Là il y a quelque chose qui est dont l'effet est imperceptible, c'est-à-dire que les effets cancérogènes en tout cas de l'amiante, ils agissent au terme d'un long délai de latence, 20, 30, 40, 50 ans et donc c'est extrêmement compliqué de se dire que cette poussière là, parce que la poussière il y en a, elle va pouvoir provoquer des maladies extrêmement graves et mortelles. Et je pense juste on en reparlera sans doute tout à l'heure d'Amisol, mais à des ouvrières d'Amisol qui disaient comme ce docker, en fait on en avait plein le nez, mais on nous disait les poils du nez sont là pour les attraper. Ah, c'est pratique, Emmanuel Landry. Oui, la difficulté du temps de latence, c'est en effet qu'une personne peut être exposée fortement en début de carrière et simplement contracter un cancer, cancer du poumon ou mésothéliome, qui sont les deux cancers liés à l'amiante à la fin, au moment où il va partir en retraite. Donc c'est vrai que ce caractère un peu retardé de l'effet de l'exposition à l'amiante fait que c'est beaucoup plus difficile d'en faire prendre conscience. Et puis après, en effet, comme c'était mélangé souvent à d'autres types de poussières, il n'y avait pas de méfiance particulière, s'il n'y avait pas de discours pour alerter les ouvriers du danger, en gros, c'était pris comme une poussière parmi d'autres. Et puis nous ne sommes pas dans quelque chose qui est en marge. Renaud Becot, vous êtes le co-auteur de l'ouvrage Les natures du productivisme, une histoire environnementale de la France. C'est le volume 1940 à nos jours publié à La Découverte. L'amiante, ce n'est pas en marge, c'est-à-dire, et on l'a bien entendu déjà dans ce que vous avez pu évoquer, c'est très présent dans l'industrie et bien au-delà de l'industrie tout au cours du XXe siècle. Oui, alors l'amiante, ça accompagne en fait l'industrialisation tout au long de la fin du 19e puis du 20e siècle. Ça accompagne l'industrialisation parce qu'on va avoir des matériaux qui vont devenir des produits de consommation courante pour lesquels on va utiliser de l'amiante, alors des vêtements, toute une série de matériaux isolants, donc ça va être utilisé de manière très courante. Ça accompagne l'industrialisation aussi parce que toute l'industrialisation de la construction du bâtiment, la construction de grands ensembles, de bâtiments publics qui vont être un peu standardisés, des écoles, des gymnases, des hôpitaux, etc. dans les années 60-70, ça va utiliser massivement de l'amiante. Ça accompagne l'industrialisation aussi, et c'est un peu un paradoxe, parce que dans des secteurs où il y a des risques incendies, par exemple dans la chimie, la pétrochimie, on va utiliser de l'amiante pour faire des combinaisons qui vont pouvoir permettre d'isoler les ouvriers du risque incendie. Et donc c'est assez paradoxal de voir qu'on utilise l'amiante pour se protéger d'un certain nombre de risques et qu'en même temps ça apporte d'autres risques. Anne Marchand.
Non, c'était juste pour ajouter que quelque chose qui est un peu moins connu, ça accompagne aussi le monde du spectacle. Et dès la fin du 19e, début 20e, quand on commence à tisser des rideaux ininflammables, incombustibles, c'est pour éviter justement les incendies dans ces lieux de spectacle, dans les opéras. Et puis ça va être la neige artificielle dans le cinéma, ça va être la neige artificielle des décors, ça va beaucoup servir dans le monde du spectacle. Deux sociologues aujourd'hui, Anne Marchand et Emmanuel Henry, parce que c'est important. C'est aussi une histoire de la représentation que nous pouvons avoir de ce qui est alors mis comme vraiment l'idéal suprême, le progrès. Et ces travailleuses, ces travailleurs travaillent pour le progrès. Donc l'utilisation de l'amiante, c'est quelque chose qui fait avancer la société, qui œuvre pour le bien commun. C'est perçu comme ça. Et ça, c'était particulièrement vrai, alors justement au Québec, parce que j'étais récemment là-bas, et c'est vrai que le Québec a vraiment promu l'amiante comme justement la grande protection contre le feu, l'incendie, etc. Et c'est vrai, par exemple, une des applications, c'est vraiment les flocages d'amiante. Donc on projette de l'amiante dans un produit en fait pour le rendre adhésif sur des plafonds, etc. Donc on protégeait justement les écoles Pailleron à l'époque, qui était une structure en métal et qui était protégée par l'amiante. Donc il y avait vraiment discours-là de dire l'amiante est là pour protéger du risque incendie les populations. À quel moment commence-t-on à voir apparaître des petits signaux d'alarme en disant attention, ce produit n'est quand même pas si formidable que ça? Renaud Bécaud. Alors des signaux d'alarme, il y en a relativement tôt. On peut évoquer un personnage qui est souvent cité dans les alertes précoces sur l'amiante, qui est l'inspecteur du travail Auribeau en 1906, qui fait un rapport sur les usines qui utilisent de l'amiante en Normandie et qui alerte sur le fait qu'il y a une mortalité probablement imputable à ce risque-là. Après, on aura toute une série d'alertes qui vont être plus ou moins audibles, qui, dans les conditions sociales et politiques de l'époque, ne percent pas forcément dans l'espace public. Et puis, on a un changement d'échelle dans l'utilisation de l'amiante qui se fait après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est important de le souligner, avec cette période qu'on qualifie souvent en histoire environnementale de grande accélération, c'est-à-dire de consommation massive de différents minéraux, d'énergie fossile, etc. L'amiante fait partie un peu des substances symboliques qui sont de plus en plus utilisées dans ces années-là. Ça va amener trois choses principales. Une expansion de la commercialisation et de l'extraction d'amiante dans ces années, donc notamment avec les mines du Québec qui explosent dans ces années-là. Ça amène une extension des usages qu'on a déjà un petit peu évoqué. Et puis ça amène aussi des alertes. Il ne faudrait pas imaginer que les flux d'amiante arrivent comme ça en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord sans qu'il y ait des alertes. Et par exemple, dès 1949, dans les mines d'amiante au Québec, il y a une grève portée par les mineurs d'amiante qui vont notamment alerter sur l'empoussièrement qu'ils subissent et demander des dispositifs d'élimination de ces poussières. Emmanuel Henry. Oui, d'un point de vue scientifique, en fait, dans cette période du début du XXe siècle, la première maladie dont on rend compte et dont parle Denis Auribeau, c'est vraiment l'asbestose, en fait, qui est une maladie proche de la silicose provoquée par l'amiante. Et puis après, c'est dans un deuxième temps, plutôt autour des années 50-60, que les épidémiologistes mettent en évidence le caractère cancérogène de l'amiante. Donc à partir d'études dans le monde du travail, donc de mineurs d'Afrique du Sud pour montrer le lien entre exposition à l'amiante et mésothéliome, et des travailleurs de l'isolation aux États-Unis pour montrer le lien justement entre exposition à l'amiante et cancer du poumon. Donc, et à partir de cette période-là, justement, des années 50-60 et encore plus 1970, le caractère cancérogène de l'amiante est complètement accepté dans le domaine, dans l'espace scientifique. Juste pour compléter un tout petit peu, c'est que comme Judith Renan, elle a pu le dire dans cette même émission il y a quelques jours, concernant le plomb, la connaissance des risques liés à l'amiante, elle est ancienne, mais c'est une connaissance qui a pu être mise en évidence, remise en sommeil, etc. Et moi, j'aime bien me servir d'un petit bijou qui est une alerte qui est lancée dès 1914 dans l'Humanité, par les frères Bonnef, qui sont donc des grands enquêteurs sur la santé au travail, et qui dénoncent, le titre de l'article, c'est « Les métiers qui tuent », pour reprendre le titre d'un de leurs livres, et qui s'intéressent aux ouvriers des usines de carton et de toile en amiante qu'ils appellent l'abattoir ou le cimetière. Et donc ils disent vraiment il faut en finir avec cette exploitation-là. On est en 1914, juste avant la guerre, qui va les tuer d'ailleurs. Et donc ils citent des ouvriers qui disent ces poussières-là, elles adhèrent aux muqueuses, elles sont pas rejetées par la toux, et tout ce qui entre là n'en sort plus. Et si vous prenez le même journal quelques années plus tard, seulement en 1937,
toujours l'humanité. Là, vous avez un grand article pareil sur l'amiante qui va vanter ses multiples propriétés et qui va dire que y a vraiment de quoi faire avec les gisements de l'Union soviétique. Donc on voit bien comment en peu de temps, juste entre 14 et 37, on peut avoir dans le même journal deux visions totalement contrastées du problème. L'émission que vous évoquez avec l'historienne Judith Rhénorme, c'est Corps ouvriers et produits chimiques et l'histoire toxique de l'industrialisation. Écoutez sur franceculture.fr et l'appli Radio France avec ces signaux d'alerte qui sont lancés et notamment par cet inspecteur du travail Denis Auribeau que vous avez cité. Nous sommes en 1906. En 1890, une usine de filature et de tissage d'amiante s'établissait dans le voisinage de Condé-sur-Noireau, dans le Calvados. Au cours des 5 premières années de marche, aucune ventilation artificielle n'assurait l'évacuation des poussières siliceuses produites par les différents métiers. Cette inobservation totale des règles de l'hygiène occasionnait de nombreux décès dans le personnel. Une 50aine d'ouvriers et d'ouvrières moururent dans l'intervalle précité. Le directeur avait recruté 17 ouvriers parmi son ancien personnel. 16 d'entre eux furent enlevés par la calicose de 1890 à 1895. Denis Lebeau qui nous lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture ce bulletin de l'inspection du travail. Nous étions donc en 1906 avec Emmanuel Henry, ce que vous évoquiez sur la perception des maladies, parce que à partir du moment où il est identifié que l'amiante peut être dangereux, il faut savoir dangereux, mais pour quelles conséquences? Donc les maladies identifiées dans un premier temps, quelles sont-elles? La respiration? Ben oui, donc c'est ce que montre le constat de cet inspecteur du travail. C'est en effet dans des moments où justement dans cette période-là, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la poussière est intense, les expositions sont extrêmement élevées. Vous pouvez avoir des proportions extrêmement importantes d'ouvriers qui vont déclencher des maladies, donc des asbestoses, qui sont des maladies extrêmement invalidantes, qui sclérosent complètement le poumon et qui empêchent de respirer. Donc en plus, c'est des maladies, les cancers ensuite, qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement, qui ont d'extrêmes conséquences et qui aboutissent à la mort. Et c'est vrai que le cas de Condé-sur-Noireau, il est important parce qu'il y a justement une tradition de filature extrêmement ancienne, comme on le voit, et qui va perdurer très longtemps. Et ça va être un des lieux de la reprise de la mobilisation justement dans les années 70, avec des usines de filature qui vont toujours exister, puis une autre dimension qui va être l'usage de l'amiante dans les systèmes de freinage. Ah oui, voilà, parce que on a ici cette utilisation de l'amiante à peu près partout, nous l'entendons bien. Et puis, il y a la temporalité, parce que Renaud Bécaud, c'est vraiment cela aussi qu'il faut étudier. L'histoire, c'est du temps, la temporalité, mais avec l'amiante, c'est extrêmement pertinent, parce que les effets néfastes de l'amiante, c'est plusieurs années plus tard, voire plusieurs dizaines d'années plus tard. Oui, voilà, c'est ce que Anne a pu commencer à évoquer tout à l'heure, le fait qu'il y a un effet différé de ces maladies de l'amiante. Alors on sait maintenant, ce qu'on ne savait pas nécessairement de manière précise scientifiquement et médicalement dans les années 1950, que l'amiante est un cancérogène sans seuil. C'est-à-dire que si on est exposé à un moment donné à une fibre d'amiante, il est possible que cette fibre, des décennies plus tard, puisse provoquer une maladie. Donc c'est une des difficultés de l'amiante, le fait qu'elle soit extrêmement dangereuse, potentiellement extrêmement dangereuse, mais qu'en même temps, on ne peut pas percevoir cette dangerosité de manière immédiate comme on peut le percevoir quand il y a un accident du travail, par exemple. Et donc ça participe à construire un régime de perceptibilité assez particulier. Vous avez pu évoquer cette notion déjà, je pense, avec Thomas Leroux et Judith Rhénorme dans l'émission d'il y a 2 jours. Un régime de perceptibilité, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas constater, percevoir ce danger de manière immédiate selon les conditions sociales et politiques. Et donc, par exemple, dans les années 1970, quand il commence à y avoir des alertes dans le monde ouvrier sur l'amiante, d'autres populations de travailleurs peuvent être exposées. Par exemple, dans les bâtiments publics qui ont été construits avec des matériaux amiantés, ça va être le cas d'agentes de bureaux qui vont pouvoir commencer à émettre des alertes. Mais le fait que des ouvriers d'industrie lourdes exposés de manière très régulière à l'amiante mènent des mobilisations va conduire ces agentes de bureau à estimer qu'elles sont un peu moins exposées et donc à avoir une perception beaucoup plus
imprécises des risques qui leur sont associés. Emmanuel Henry. Oui, ce qui me semble intéressant, important dans le cas de l'amiante, c'est vraiment l'interdépendance entre la santé au travail et la santé environnementale, en fait. Parce qu'il y a un continuum entre les expositions qui vont être extrêmement élevées. On parlait des tisseuses d'amiante de Condé-sur-Noireau, les mineurs d'Afrique du Sud qui ont permis de confirmer le lien entre amiante et mésothéliome, les travailleurs de l'isolation. Mais à la fois, l'amiante est un cancérogène sans seuil, donc il n'y a pas de seuil en dessous duquel on pourrait garantir l'absence de risque. Et en même temps, plus on est exposé, plus le risque est important. Et donc, l'amiante, ça va être vraiment essentiellement une maladie professionnelle, mais on a quand même tout un continuum d'exposition qui est rendu visible par les expositions professionnelles, mais qu'on a du mal à mesurer justement dans ces expositions à beaucoup plus bas niveau. Anne Marchand, c'est toute la réflexion aussi que l'on peut avoir sur la sécurité au travail et l'attention portée par des médecins sur les travailleuses et les travailleurs. Vous êtes l'autrice de Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels, un fléau évitable. C'est important de le rappeler parce que c'est cela aussi dans ce mouvement de l'industrialisation et puis ces périodes, notamment au lendemain des guerres où il y a besoin de beaucoup de gens pour reconstruire et de beaucoup de matériaux. Ce sont des préoccupations qui semblent passer un petit peu après l'urgence qui est de reconstruire. C'est certain, et c'est aussi la préoccupation de l'emploi pour les travailleurs. Et donc cette industrie est porteuse d'emploi. Ça va être une des grosses difficultés aussi au moment où il va commencer à être question d'interdire l'amiante, où cette question de l'interdiction va être portée par différents groupes, de se dire oui, mais premièrement l'amiante on va la remplacer par quoi, mais secondement le type d'emploi qui vont être supprimés. Mais je voulais juste dire, prolonger un peu la question des maladies parce qu'on est un peu tout le temps focalisés sur les maladies pulmonaires et c'est normal parce qu'en fait on inhale l'amiante et ça touche en premier les poumons. Mais on sait maintenant, c'est attesté scientifiquement, médicalement, que ensuite il y a tous les organes filtrants qui sont concernés et donc aujourd'hui on a le larynx qui est reconnu en maladie professionnelle en lien avec l'amiante, mais aussi de fortes suspicions sur le rein, sur l'œsophage, sur le côlon, et puis on a aussi le cancer des ovaires qui est reconnu en maladie professionnelle en lien avec l'amiante. Donc j'avais envie de le dire là parce que de la même façon qu'on dit que les frontières de la contamination explosent et vont au-delà du monde du travail, c'est aussi les frontières des organes cibles de ce cancérogène qui explosent parce qu'on voit que de plus en plus d'organes sont concernés. Et dès 1906, on l'entendait, il y a quand même déjà l'identification que l'amiante est un produit dangereux, d'accord, mais à partir de quel moment vraiment le sujet est posé sur la table? Et j'imagine qu'ici, il faut avoir un regard international. Ce n'est pas simplement une lecture française, parce que je l'ai entendu, ça parle beaucoup de Canada, d'Afrique du Sud. Ça vient d'où vraiment l'alarme qui va par la suite, mais avec une temporalité plus ou moins rapide, faire que l'amiante va être interdite? Il me semble qu'une date qu'on peut prendre comme un peu date charnière, c'est le moment où le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est l'agence qui dépend de l'OMS et dont le but est de classer les substances en fonction de leur caractère cancérogène, classe l'amiante comme un cancérogène certain pour le poumon et donc pour la plèvre, l'enveloppe qui entoure les poumons. Donc le mésothéliome, c'est ce cancer signature de l'amiante. Et ça, c'est 1977. Donc il y a les plus grands spécialistes de la cancérogénèse qui se réunissent à Lyon et qui confirment le caractère certain de la production de cancer par l'amiante. Et à partir de là, il va y avoir des controverses, on pourra y revenir, mais en tout cas, plus personne ne peut réfuter que l'amiante est un cancérogène. Oui, parce que Renaud Bécaud, durant toute cette longue période du début du XXe siècle jusqu'aux années 1970, il y avait des réponses apportées quand quelqu'un disait « mais attention, l'amiante c'est dangereux et peut-être mortel ». Oui, alors il y avait des réponses apportées, et notamment dans les décennies d'après-guerre, et tout ce qui va amener en fait à la décision du CIRC de classer l'amiante en cancérogène, ça résulte de toute une série de controverses médicales et de conflits dans les mondes du travail dans les années d'après-guerre. Alors on a évoqué les conflits par exemple qui sont portés par les mineurs de l'amiante au Québec, qui vont commencer à poser un certain nombre d'alertes au moment où l'extraction est démultipliée de l'amiante. On a également plusieurs
professionnels de santé, de différents types de professions de santé qui vont s'intéresser à ce sujet. Par exemple, pour la construction navale, dans l'estuaire de la Loire, à Nantes et Saint-Nazaire, à partir du milieu des années 60, on a des médecins du travail qui commencent à faire toute une série de rapports en disant on a un problème qu'on identifie avec l'inhalation de ces poussières et on peut commencer à estimer que l'amiante pose problème et il faut qu'on documente ces expositions. Ces médecins, ils vont commencer à se lier à d'autres chantiers de construction navale en France puis à l'échelle européenne. Certains d'entre eux vont participer à des conférences organisées par le Bureau international du travail, en particulier une conférence qui va être importante à Bucarest en 1971, qui marque un petit peu un tournant pour la manière dont le monde médical en France va relever les dangers associés à l'amiante. Mais au même moment où cette conférence se tient à Bucarest en 1971, les industriels de l'amiante répondent par une autre conférence à Londres avec un contre-argumentaire médical pour contester le fait qu'il y aurait une dangerosité de l'amiante. Donc, il y a ces controverses médicales. On voit également aux États-Unis l'épidémiologiste Irving Selikoff qui va avoir un rôle extrêmement important dans la circulation transnationale des alertes sur l'amiante, qui commence à mener ses premières enquêtes à la fin des années 1960, notamment en se liant avec des syndicats d'ouvriers calorifugeurs ou électriciens qui sont exposés directement à l'amiante du fait que lorsqu'ils installent des isolations de circuits électriques, ils utilisent cette substance-là. Irving Selikoff aura un rôle décisif par la suite en France, et je laisse Anne prolonger. Parce que Anne Marchand, vous avez cité tout à l'heure des cas, et notamment le scandale Amisol, mais c'est vrai que dans les années 1970, et on l'entend avec la chronologie qui est ici détaillée, il se passe quelque chose autour de l'amiante. Alors, quand on regarde la chronologie et les archives, etc., c'est un peu vertigineux parce qu'on voit plein de petits signes partout, mais antérieurs encore aux années 70. C'est-à-dire, dès les années 50, justement, Renaud parle des chantiers navals. La CGT des chantiers navals de Cherbourg, elle demande des primes de danger, c'est-à-dire qu'elle est bien consciente du danger. Et donc, on va avoir aussi un premier congrès international sur l'asbestose des industriels de l'amiante en 64 en réponse à cette préoccupation. Donc on peut en pointiller dans l'histoire voir plein d'événements comme ça. Et effectivement, Amisol va représenter un grand moment, mais je laisserai Emmanuel en parler beaucoup parce que ça a été aussi au cœur de son travail. Mais ce qui me semble aussi important de préciser, c'est que il y a une différence entre alerter sur les dangers et faire interdire l'amiante. C'est-à-dire que pendant longtemps, va se mettre en place, et on va en parler ensemble après, quand même la prétention d'un usage contrôlé de l'amiante. C'est-à-dire que si on fait bien les choses, si on travaille correctement et qu'on se protège correctement, il n'y a pas de risque avec l'amiante. Direction Clermont-Ferrand, la visite d'une usine de filage et de tissage d'amiante. Pendant plus d'un demi-siècle, des ouvriers ont travaillé sur ces machines. Ils traitaient l'amiante. En 1974, l'usine ferme. On licencie 271 personnes, puis le patron disparaît. Il serait en Espagne. En 4 ans depuis la fermeture de l'usine, l'amiante a tué 16 fois. 16 employés qui, eux, ont été reconnus victimes de l'amiante. Restent ceux nombreux qui, après 30 ans de travail chez Amisol, ont été aussi touchés par les méfaits de l'amiante. C'était mon poste de travail, un métier à tisser qui était encore très dur à faire et surtout beaucoup de poussière. Ça vous empêche de respirer. J'ai des cannes de tout, pas de circulation aux doigts, elles deviennent toutes blanches, mes ongles toutes noires et ça me gêne beaucoup parce que je peux rien tenir dans les mains. Et que vous a dit la médecine du travail? Vous savez, elle m'a dit que c'était fini pour pouvoir travailler, que bien sûr cette maladie, elle ne guérissait pas bien sûr. Nous étions sur Antenne 2 en 1979. Emmanuel Henry, vous êtes l'auteur d'Amiante, un scandale improbable, sociologie d'un problème public aux presses universitaires de Rennes. Pourquoi improbable d'ailleurs? Parce que moi, je pense qu'avec l'écoute que nous pouvons avoir de ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, on le sent ici, le improbable. On sait tout, mais il ne se passe rien. Oui, ce qui est
à la fois intéressant mais en même temps inquiétant sur ce scandale de l'amiante, c'est que en fait ce scandale de l'amiante il émerge sur un quiproquo en fait, parce que l'amiante c'est essentiellement une maladie professionnelle, comme aujourd'hui des gens sont exposés dans le milieu de la chimie, dans les intermittents du nucléaire, etc. Donc en fait les maladies professionnelles on fait avec, en fait on n'en parle pas de façon spécifique, on les reconnaît d'ailleurs pas très bien, on reconnaît pas très bien les cancers d'origine professionnelle. Donc c'est un problème structurel, mais qui ne passe pas la barre de l'espace public. Et en effet, ce qui va être improbable selon moi et une exception par rapport à l'ensemble des cancérogènes professionnels, c'est que justement, alors on parlera peut-être plus tard des années 90, mais en 1970 justement, l'espace public s'intéresse à deux cas particuliers, donc le cas d'Amisol, mais pas tellement en fait au départ à cause de l'amiante, c'est parce que l'usine a fermé et donc les ouvrières vont se mobiliser, vont occuper l'usine pendant plusieurs années en fait pour demander la réouverture, et c'est petit à petit qu'elles vont réaliser que en fait la demande de la réouverture est peut-être pas une si bonne idée que ça, vu les conditions de travail qui étaient exercées sur place. Et puis, il y a le deuxième foyer de la mobilisation des années 70, c'est justement Condé-sur-Noireau, où là, en fait, c'est encore une fois pas l'amiante qui est à l'origine de l'alerte, mais plutôt le fait que les industriels avaient posé beaucoup de problèmes d'environnement en rejetant leurs déchets de façon complètement inconsidérée dans plusieurs endroits, et notamment avaient pollué une rivière. Donc, il y avait des phénols, toute une série de produits. Et puis, petit à petit, en se mobilisant sur les questions environnementales, la question de l'amiante a émergé à nouveau. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que dès les années 70, en fait, si l'amiante devient un problème public, c'est sur un quiproquo, en fait, parce qu'on s'intéresse à une fermeture d'usine avec une mobilisation particulièrement exceptionnelle, plusieurs années d'occupation, et puis des questions d'environnement qui dépassent le seuil de l'usine à Condé-sur-Noireau. Renaud Bécaud, d'ailleurs, dans l'histoire environnementale, nous plaçons souvent les années 1970 comme un moment important, sachant que cela invisibilise tout ce qui s'était passé avant et depuis longtemps, car les alertes sont lancées dès le début de l'industrialisation, on le sait bien. Mais dans les années 1970, il se passe quelque chose avec ici un lien à faire dans la réflexion que nous pouvons avoir sur l'amiante. Oui, alors il se passe quelque chose dans cette séquence, on dirait des années 68 en fait, en lien avec toute la conflictualité sociale de ces années-là, une conflictualité sociale qui va être polarisée par les mondes ouvriers, avec une forme de centralité ouvrière dans ces contestations, mais une centralité ouvrière autour de laquelle vont s'agréger toute une série d'autres acteurs, en particulier une certaine fraction du monde médical, avec des médecins critiques qui vont vouloir se lier aux mobilisations ouvrières, avec un certain nombre de scientifiques, par exemple Henri Pézra à l'université Jussieu, qui va porter soutien à la cause des ouvrières d'Amisol notamment. Donc ça, c'est un premier élément, ces scientifiques critiques qui commencent à apporter une expertise au service des mobilisations, et ici, en l'occurrence, spécifiquement des mobilisations ouvrières. La deuxième chose qui marque ces années 68 et qui change aussi les registres des mobilisations en santé au travail, c'est une montée en puissance d'un certain nombre d'instances représentatives du personnel, particulièrement les comités d'hygiène et de sécurité, qui vont permettre à des militants syndicaux dans des entreprises où l'amiante est utilisée, de porter un certain nombre d'alertes, d'essayer de mener des enquêtes sur les conditions de travail en lien avec l'amiante, et progressivement de faire mettre à l'agenda public ces questions-là. Et puis le troisième élément qui est important dans le changement de registre de ces années-là, c'est que bien souvent auparavant, les mobilisations en santé au travail dans les années 50, 60, c'est beaucoup ce qu'évoquait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire des mobilisations qui vont demander des primes liées au risque, mais pas nécessairement la suppression des risques en eux-mêmes. On va rester dans un registre de la monétarisation de la santé au travail, et là on rejoint, je pense, des choses que vous avez évoquées dans les émissions des derniers jours, c'est-à-dire une fois qu'un préjudice de santé survient, ce préjudice de santé était souvent présenté comme une fatalité liée à la continuité des activités industrielles, et une fois que ce préjudice survient, eh bien, on va essayer de le réparer par des sommes monétaires. Or là, dans les années 68, ce qui change, c'est qu'on a des mobilisations qui vont dire on refuse de vendre notre santé, on refuse de vendre notre santé dans le cadre de notre travail. Et dans les mobilisations sur l'amiante, c'est un mot d'ordre qu'on va retrouver dans la deuxième moitié des années 70 notamment.
1968, bien sûr, le mois de mai, enfin ce mouvement ouvrier étudiant, où se trouvent ces étudiants à l'université, bien sûr, et dans les années 1970, une université qui pose question, c'est celle de Jussieu. L'amiante à nouveau en accusation, un technicien de l'université de Jussieu est mort en mai dernier d'un cancer du poumon. Or, cette université a la triste réputation d'être particulièrement dangereuse à cause de l'amiante. D'après le rapport d'un chef de clinique de l'hôpital Saint-Antoine, on doit suspecter un lien direct de cause à effet entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'une tumeur maligne. Pourtant, Alain Chalvron, tout le monde n'est pas d'accord avec ce diagnostic sans appel. Oui, et d'abord le chef du service de pneumologie de l'hôpital Saint-Antoine, le professeur Decroix. D'après lui, ce lien de cause à effet n'a rien d'évident. On sait que l'amiante favorise l'apparition de certains cancers, en particulier de certains cancers du poumon. Néanmoins, la loi est formelle à ce sujet, ne reconnaissant imputable à l'amiante que les cancers du poumon qui sont des complications de la fibrose pulmonaire. Or, cet homme n'avait pas de fibrose pulmonaire. Imputable ou non à l'amiante, la mort de ce technicien sera en tout cas l'occasion de faire ressortir le débat sur les conséquences médicales de ce revêtement anti-feu. Jusqu'à présent, la France avait une des législations les moins contraignantes à l'égard de ce produit qui est par exemple complètement interdit aux États-Unis. Actualité en juin 1977. Anne Marchand, c'est étonnant d'entendre ça. Un médecin qui se réfère à la loi en disant, pour savoir de quoi est mort, on va regarder ce que dit la loi. Et la loi dit qu'il n'est pas mort à cause de l'amiante. Ça peut effectivement surprendre, mais c'est le socle en fait de ce qu'on appelle une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, c'est pas une catégorie médicale, c'est une catégorie un peu politico-juridique. Et les médecins du travail et les médecins en général vont s'appuyer sur cette chose-là, qui est un compromis social, qui est largement et tout le temps en décalage avec les connaissances scientifiques et médicales. D'où la parole de ce médecin. Mais ce médecin, il se nourrit aussi justement de la construction du doute qui est organisés par les industriels de l'amiante et qui vont s'efforcer toujours, tout le temps, selon la connaissance acquise sur les effets sanitaires de l'amiante, d'essayer de distinguer différentes catégories d'amiante, de dire qu'il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres, distinguer certaines catégories de fibres, les courtes, les longues, etc., distinguer des catégories d'exposition, distinguer des catégories de personnes exposées, sans arrêt pour ralentir la prise en compte de ça. Et je voudrais juste revenir un tout petit peu sur Jussieu, parce que Renaud en a parlé, mais différemment un peu. Jussieu, c'est aussi quelque chose qui va marquer un tournant, parce que c'est vraiment une histoire d'alliance là entre des chercheurs et des ouvriers. Et pour reparler d'Amisol, et en tout cas reprendre cet exemple-là, l'une des militantes d'Amisol, l'une des fers de lance de la première association de victimes d'Amisol, le CAPER Amisol, Josette Rouder, elle a coutume de dire que dans cette rencontre entre les chercheurs de Jussieu et les ouvrières d'Amisol, elle a coutume de dire les scientifiques avaient la connaissance et nous, on constituait la preuve. Et c'est très intéressant cette phrase sur la rencontre et l'alliance entre chercheurs et ouvriers. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord, et c'est en cela aussi qu'il y a des biais sur lesquels s'appuient les industriels aussi. Mais il faut toujours le dire, n'allons pas imaginer qu'il y a de la perversion ici en sachant que l'amiante est mortel, mais on veut quand même l'utiliser. Ils ont des arguments, ces industriels, qui s'appuient sur un certain discours médical. En tout cas, c'est vrai qu'à partir des années 70, une fois justement je parlais du caractère cancérogène de l'amiante confirmé, il va y avoir une grosse contre-attaque de l'industrie, notamment de l'Institut du chrysotile, qui va mettre en avant justement le caractère potentiellement moins dangereux du chrysotile par rapport aux autres catégories d'amiante, chrysotile étant la catégorie d'amiante la plus extraite du Québec. Et puis, deuxième argument, de produire des études pour démontrer, ou essayer de démontrer en tout cas, qu'en dessous d'un certain seuil, le chrysotile ne serait pas dangereux. Et ça va créer en effet une controverse dans l'espace scientifique, dans laquelle vont s'embarquer aussi des scientifiques qui vont essayer de démontrer le contraire. Et donc, c'est vrai que va se créer
une poche de controverse en fait qui va orienter les recherches dans l'espace scientifique sur des questions qui sont les moins problématiques pour les industriels en fait. Et ce qui est intéressant sur ces questions justement de production de doute et d'ignorance, c'est que en fait ça ne demande pas une énergie extrêmement importante à l'industrie. Il suffit juste de financer 2-3 études qui vont lancer une controverse et après l'essentiel du champ scientifique va se concentrer autour de ces questions. Et il va être progressivement très difficile en tout cas de plus en plus difficile de se faire une idée plus précise justement du degré de dangerosité de l'amiante. Anne Marchand. Quand on regarde rétrospectivement, quand on lit le livre qui est publié par le collectif anti-amiante de Jussieu en 1977 aux éditions Maspero, en fait tout est contenu dedans. Exactement tout. Et il y a eu des années d'oubli, de mise dans l'obscurité de ces connaissances-là par ce qu'explique Emmanuel. On peut parler de lobby industriel, allié aux médecins, etc. à ce moment-là pour réfléchir à ne pas interdire l'amiante. Alors, on peut dire que les industriels de l'amiante ont des intérêts qu'ils vont chercher à défendre dans ces années-là. On a évoqué tout à l'heure la conférence de Londres de 1971, où ces industriels de l'amiante évoquent le fait que l'action publique dans différents pays risque de les contraindre davantage et qu'ils doivent s'organiser pour éviter ces contraintes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assumé dès le début des années 70 par ces industriels. Et puis surtout, pour ce qui concerne le cas français, à la fin des années 1970, on va avoir des agences de communication qui vont être en partie mandatées par les entreprises de l'amiante en France pour constituer ce qui va s'appelait le comité permanent amiante, qui va fonctionner tout au long des années 80 et jusqu'au début des années 1990, avant l'émergence du scandale de l'amiante. Et ce comité permanent amiante a ceci de particulier qu'il se présente comme un dispositif qui serait paritaire, qui est faussement paritaire en fait, mais avec des représentants de l'État ou des administrations qui peuvent être concernées par la régulation de l'amiante, des syndicalistes de différentes confédérations syndicales et des industriels de l'amiante. Et ça va largement contribuer à véhiculer l'idée qu'il pourrait y avoir un usage contrôlé ou un usage maîtrisé de l'amiante, avec ces termes trompeurs d'usage maîtrisé ou d'usage contrôlé qui sont difficiles de fait à mettre en application lorsqu'on parle d'un cancérogène sans seuil. On est bien d'accord, oui, extrêmement trompeur, Emmanuel Henry. Oui, tout ça c'est vrai. Et en même temps, ce qu'il faut souligner, c'est aussi que la France, à l'échelle internationale et à l'échelle européenne, va défendre justement, à partir d'un certain moment, l'usage de l'amiante aussi contre, à un moment, dans les années 90, l'Allemagne qui voudra interdire à l'échelle européenne l'amiante, va se voir opposer justement un refus de la France qui défend Saint-Gobain, qui joue un rôle important justement dans la production d'amiante dans cette période-là. Vous avez parlé des termes trompeurs, là, Renaud Bécaud. Et effectivement, dans les années 1970, en 1976 précisément, il y a des chercheurs qui s'énervent un petit peu contre ce côté « nous dissimulons les choses ». C'est Henri Pézra, un directeur de recherche au CNRS, toxicologue et donc lanceur d'alerte. Écoutez, on est en 1976. Il est quand même inadmissible, et vous le savez très bien, que le groupe Éternité, la plupart par exemple de l'amiante ciment, tous les groupes de l'amiante ciment comptent en nombre de fibres optiques par millilitre, et vous continuez à compter dans un système que personne ne comprend. Alors ça, c'est le codage systématique pour éviter que les ouvriers soient capables de juger de leurs propres conditions d'empoussièrement. Ça, c'est inadmissible. Oui, ça c'est très aux yeux important. des Je veux dire, c'est de la corrosion, on n'y comprend rien. Il y a comme ça des dizaines d'asbestosiques qui recherchent chaque nuit leur souffle dans le bocage normand à Clermont-Ferrand et ailleurs. Et ceci est aussi le fruit d'un retard absolument inadmissible. Depuis 1930, il y a une législation en Angleterre. Nous sommes en 1976, il n'y a toujours rien. Le bocage normand, c'est évidemment Condé-sur-Noireau que nous avons évoqué, et Clermont-Ferrand, c'est Amisol que nous avons évoqué aussi. Anne Marchand, quand on entend ça, c'est vrai que c'est fou de se dire retirer du savoir aux travailleuses, aux travailleurs, pour simplement qu'il n'y ait plus la possibilité de se rendre compte du danger. Exactement, on voit apparaître une technicisation de l'approche de la santé au travail qui va éloigner fortement les travailleurs de la connaissance du danger et des risques. Et puis surtout, on va voir arriver des décrets et des arrêtés qui vont mettre en sommeil toutes l'ébullition qu'il y avait autour de l'amiante. Et donc avec en 1977, durant cette année-là, une succession d'arrêtés et de décrets qui vont laisser croire que tout est sous contrôle.
Et Henri Pézra, qu'on entend là, dans son autobiographie notamment, va relater cette période-là en regrettant fortement, en montrant comment ce décret qu'il qualifiait de décret assassin, puisqu'on savait à l'époque, Emmanuel rappelait tout à l'heure que la monographie du cirque disait bien qu'il n'y avait pas d'effet seuil sur l'amiante. Donc là, mettre en place une valeur limite d'exposition professionnelle, on savait qu'elle pouvait avoir des effets pour l'asbestose, mais absolument pas pour le cancer. Donc on savait qu'on mettait en place un décret qui ne protégerait pas les travailleurs du cancer. Mais ça a pu faire croire aux organisations syndicales que tout était sous contrôle. Et Henri Pézra relate ce moment en disant que tout d'un coup, il y a une mise en sommeil forte et que pour les syndicalistes, le problème majeur va redevenir l'emploi et de faire respecter cette mesure dite de prévention. Ils vont y croire, en fait. Emmanuel Henry. Oui, c'est vrai que ces décrets de 76, 77 et 78, en fait, vont être les premiers décrets, en effet, comme dit Henri Pézra, 1930 en Angleterre et en France, c'est plutôt milieu des années 70. On va mettre en place justement cette valeur limite d'exposition pour limiter les expositions, mais pas du tout les arrêter. Et on va rentrer justement dans cette zone d'usage contrôlé de l'amiante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le moment aussi de grande disparition publique de cette question de l'amiante, c'est-à-dire que à partir il y a aussi des épuisements dans les mobilisations, on peut pas se mobiliser des dizaines et des dizaines d'années, donc depuis 68, une forte mobilisation accompagnée par Jussieu, etc., la publication de ce livre, et on arrive à un moment où on s'épuise de ces mobilisations, et on va rentrer justement dans cette grande période de silence autour de l'amiante depuis le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 90. 1906, nous l'avons entendu, parmi les premières alertes évidentes par un inspecteur du travail. Et puis les années 1970, où là, vraiment s'agrègent des discours et des réponses à ces discours. Et puis, il faut attendre les années 1990 pour que le scandale de l'amiante revienne. Mais alors là, d'une autre manière, Renaud Bécaud, parce que cette fois-ci, nous ne sommes plus uniquement dans l'univers professionnel, ça dépasse ce cadre-là. Oui, alors, avec la chronologie, c'est toujours compliqué. Ce qui est assez frappant dans les années 70, c'est que les années 70, elles construisent une représentation du risque amiante et une représentation des catégories de victimes qui seraient exposées à l'amiante. Et on se concentre aussi bien dans les discours des scientifiques critiques comme Henri Pézra, dans les mobilisations ouvrières qui vont percer dans l'espace public comme à Missol, à Condé-sur-Noireau, etc., et également dans l'action publique, avec les valeurs limites d'exposition professionnelle et le décret de 1977 qui vont être appliqués aux ouvriers dans l'industrie. On se concentre toujours sur ces ouvriers de l'industrie avec l'idée que les victimes de l'amiante, ce seraient ces ouvriers ou ouvrières qui manipulent directement de l'amiante. Par contre, on a toute une série d'autres travailleurs, d'autres professions qui sont aussi exposés à l'amiante et qui ne vont pas être considérés de manière aussi évidente dans ces années-là. Et donc, on met en lumière une représentation du risque, une catégorie de victimes, par contre on laisse dans l'ombre d'autres. Et dans les années 1980, on va avoir des mobilisations qui vont se faire de manière beaucoup plus discrète, qui ne vont pas percer en tout cas dans l'espace public, et qui vont alerter sur le fait que, par exemple, des fonctionnaires qui ont un emploi de bureau se mobilisent et alertent sur le fait qu'ils sont exposés à l'amiante dans le cadre de leur travail. Quelque chose qui est assez éloquent à cet égard-là, c'est l'exemple du tripode, du nom d'un très grand bâtiment administratif amianté, dans lequel on a retrouvé 350 tonnes d'amiante, qui est construit sur l'île de Nantes dans les années 1970, au moment même où Nantes est en train de faire l'expérience d'une désindustrialisation dans la construction navale. Et en fait, les personnes qui vont être recrutées dans ces bâtiments, ce sont souvent des femmes issues de catégories populaires nantaises. Du fait de leur insertion dans ces catégories populaires nantaises, elles ont une proximité familiale avec des personnes qui travaillent dans la construction navale. Et donc, quand elles vont constater que dans leur bâtiment, il y a de l'amiante, qu'elles sont exposées, elles vont dire effectivement, il y a peut-être un problème avec l'amiante, mais en comparaison des ouvriers de la construction navale qui, en plus, sont en train de perdre leurs emplois dans ces années-là, c'est relativement limité. Et c'est tout l'enjeu de la construction des régimes de perceptibilité, de la manière dont on perçoit ou pas, selon les configurations socio-économiques et politiques, les risques associés à l'amiante. Et puis aussi selon la manière dont les médias diffusent l'information, parce que dans les années 1990, là, on l'entend bien, et c'est beaucoup de souvenirs, j'imagine, pour les auditrices, les auditeurs, d'entendre parler de l'amiante à partir d'un certain moment, comme le scandale du temps.
Comme dit Renaud, en fait, il y a l'historiographie, elle retient les deux grands moments au milieu des années 70, milieu des années 90, mais dans l'entre-deux, il y a des choses plus discrètes, plus silencieuses, notamment parce que les médias et les médias nationaux ne s'en emparent pas. Il y a effectivement l'exemple du tripode dont parle Renaud, et puis il y a sans doute plein d'autres exemples qui sont pas encore documentés. Alors, soit faute d'archives, soit parce que ces archives, elles n'ont pas encore été identifiées. Donc, il faut pas être trop catégorique sur cette question d'un silence dans l'entre-deux. Et puis peut-être dire aussi que ce qu'on a identifié en travaillant sur le tripode, c'est aussi l'existence de premières réunions européennes, d'un réseau européen de lutte contre l'amiante qui va commencer à se réunir dès 1990 en faisant un colloque européen à Millau. Donc bien avant encore l'alerte des enseignants de Gérardmer dont on va parler sans doute tout à l'heure. Et dans ce colloque européen à Millau sont présents des Allemands, des Belges, sont présents le collectif de Jussieu justement qui avait été mis en sommeil, sont présents des militants plutôt environnementalistes, écologistes, et puis qui vont faire la jonction avec des militants, enfin en tout cas des chercheurs davantage tournés vers les mondes ouvriers comme Henri Pézra et Anité Beaumony. Et ça va être à la naissance d'un premier réseau européen qui va devenir ensuite international, qui s'appelle Banasbestose, et qui va participer grandement à cette explosion d'un nouveau scandale au milieu des années 90. Et quant à nous, nous allons dans les Vosges, à Gérardmer. Avertissement d'usage, le lycée professionnel de Gérardmer dans les Vosges entame une réfection difficile de son atelier de mécanique dont le plafond en amiante pourrait avoir causé la mort de 6 enseignants. On est terrorisé puisqu'on nous dit que c'est pas nocif, d'une part, et quand on voit la mise en œuvre qui est instruite en ce moment, c'est assez affolant. L'affaire remonte au 14 juin dernier, date à laquelle ces femmes déposent une plainte contre X pour homicide involontaire suite au décès de leur mari. 4 femmes qui ne veulent pas croire à la coïncidence. Pendant des années, leurs maris ont travaillé à l'atelier de mécanique du lycée sous un plafond en amiante. Ils l'accusent d'être responsables des cancers qui ont causé leur mort et sont décidés à en savoir davantage. C'est en apprenant qu'un 6e professeur était malade à l'époque et qui est décédé hier. C'est ce qui nous a poussé vraiment à faire quelque chose pour connaître la vérité, c'est tout. Pourtant, bien des questions restent en suspens. Un rapport de la Caisse d'assurance maladie qui estime que le site ne présente pas de danger et surtout des maladies pas toutes semblables. Au lycée, on préfère donc parler de malchance sans pour autant convaincre les familles des victimes. Nous étions en 1994. Ici, on parle encore de malchance. Quel malheureux hasard qu'il y ait tant de morts dans ce lycée. Emmanuel Henry, là, avec la justice aussi qui se mêle de la question, nous avons un nouveau regard porté sur ce scandale. Oui, l'affaire de Gérardmer, c'est vraiment l'affaire qui fait basculer l'amiante dans l'espace public, en fait. Parce que moi, dans l'enquête que j'avais faite à l'époque sur la construction de ce scandale, j'avais rencontré notamment un journaliste, je crois que il travaillait à l'époque à 60 millions de consommateurs, il était passé à Sciences et Avenir, et qui me disait, mais dès les débuts des années 90, j'ai essayé de faire des enquêtes parce que on en parlait en Allemagne, on en parlait dans d'autres pays, et il me disait, les journalistes sont rentrés, ils avaient enquêté à Nantes, dans les chantiers navals, et il me disait, en gros, il y avait les syndicats qui disaient c'est pas bien l'amiante, les employeurs qui disaient nous c'est autorisé, on continue à l'utiliser, et en gros il n'avait pas d'accroche pour faire des papiers. Et ce que va produire cette plainte déposée à Gérardmer, c'est en effet de on va dire simplifier le problème, en tout cas d'avoir des victimes, les victimes en tout cas potentielles d'une exposition à l'amiante, une plainte qui est déposée devant le tribunal de Gérardmer, etc. Et donc on a des accusés potentiels, l'administration qui n'a pas fait les travaux nécessaires, et donc ça devient un problème que peuvent s'approprier beaucoup plus facilement les journalistes. Et puis ça va être lié en fait à des mobilisations. Alors on parlait du comité anti-amiante Jussieu qui va reprendre des mobilisations justement dans la même période, une série d'autres associations et notamment un travail qui va être fait, qui va être une reprise d'une étude épidémiologique anglaise qui va arriver à chiffrer pour la France le nombre de morts liés à l'amiante, et les associations disent on est à 2 à 3 000 morts par an, et là ça permet au problème d'exploser dans l'ensemble des médias d'information. Anne Marchand.
Oui, on est en même temps dans un contexte qui est celui du sang contaminé. Il y a eu le scandale du sang contaminé, et donc les journalistes ils vont se ressaisir de cette question sous l'angle d'un scandale de l'air contaminé. Et donc là, on voit bien que ça fait effectivement, on sort du monde du travail, et ça permet d'ailleurs à Libération à l'époque, en 1993, de faire un éditorial qui titre l'amiante, c'est une maladie de classe, et en expliquant que tant que ce n'était que les ouvriers qui étaient concernés, en gros, personne se bougeait et personne n'était trop affecté. Et à partir du moment où il y a une nouvelle lecture de cette histoire-là, en montrant que non, c'est le gamin qui dans le jardin a pu être exposé aux poussières du bleu de travail de son voisin, c'est la personne qui boit du vin qui est filtré avec de l'amiante, c'est l'usager du métro dans lequel on retrouve de l'amiante, c'est la ménagère qui avec son fer à repasser, ça va faire exploser ces frontières et permettre à ce que tout d'un coup ça devienne un problème de santé publique. Renaud Bécaud, l'interdiction de l'amiante, en fait, est dans la foulée de tout ce que nous entendons là, c'est 1997. Ça arrive à la fois très tard et à la fois assez vite après ces grands mouvements des années 1990. Oui, effectivement, donc ça arrive en 1997, et le problème que pose finalement l'interdiction de l'amiante, c'est que quand il y a une interdiction, on se dit que finalement le dossier est clos et que tout ça est fini. Or, peut-être qu'avec l'interdiction, les problèmes commencent, ou en tout cas d'autres problèmes, puisqu'on reste avec un héritage amianté, avec des déchets d'amiante qu'il faut gérer, avec des bâtiments qui restent massivement amiantés, et donc tout ce problème-là n'est pas réglé. Ça crée en fait une fiction immunisante. L'interdiction permettrait de se protéger. Or, on a vu encore jusqu'à récemment, par exemple en 2023, on a une directive européenne qui est venue réviser les valeurs d'exposition des travailleurs applicables au travers de l'Union européenne, et donc on continue d'être dans un monde amianté. Avec auditeurs, auditrices qui nous écrivent et qui nous disent, mais tous ces déchets d'amiante d'ailleurs qui sont tassés quelque part, quelle nocivité, ou qui nous disent, mais ces mines d'amiante, et notamment du côté du Cap Corse, il y a encore du danger. Non mais c'est vraiment cela aussi qui est intéressant avec ce regard porté sur le passé, sur ce scandale de l'amiante, c'est de comprendre ceux d'aujourd'hui. Il n'est qu'à citer tous ces scandales présents et en devenir, le cadmium, le chlordécone, des petits mots qui font extrêmement peur. Et oui, et on sait que ça existe. C'est ça aussi, Emmanuel Henry, ce regard qu'il faut porter sur ces scandales du passé, mais qui sont en réalité très présents. Il y a toujours de l'amiante. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur la question de l'amiante, comme le disait Renaud Bécaud, je pense l'enjeu, en effet, c'est de pas voir l'amiante comme un problème du passé. C'est vrai que le fait d'avoir interdit l'amiante fait qu'on ne va plus avoir d'amiante supplémentaire dans les bâtiments, mais comme on l'a dit, à partir des années 50, ça a été extrêmement utilisé dans plein d'applications dans le bâtiment, et l'enjeu principal de santé publique aujourd'hui, c'est tous les métiers du second œuvre du bâtiment, c'est-à-dire tous les travailleurs du bâtiment qui sont exposés à de l'amiante sans le savoir au préalable, en fait, qui vont percer, intervenir sur des parois qui contiennent de l'amiante. Anne Marchand. Juste comme ajout, il y a bien sûr toute l'amiante qui est en place, mais aussi la circulation internationale de produits manufacturés en amiante. Et une très récente alerte montre que même les jeux pour enfants, notamment les jeux à base de sable, sont amiantés. Et on a juste une invitation des pouvoirs publics à faire attention à ce que les enfants ne s'en servent pas. Oui, peut-être un dernier mot pour dire, en effet, le risque par rapport au cancer professionnel et aux maladies professionnelles, c'est que l'amiante est aujourd'hui bien reconnue, mais derrière l'enjeu, c'est vraiment les autres cancérogènes professionnels et les autres maladies professionnelles. Tellement important à souligner, et tellement important ce regard porté sur le passé. Merci vivement à vous trois. Renaud Bécaud, je rappelle, les natures du productivisme à la découverte, c'est sur cette période 1940 à nos jours. Anne Marchand, mourir de son travail aujourd'hui. Une enquête sur les cancers professionnels. Emmanuel Henry, amiante, un scandale improbable. Merci vraiment à vous trois. La série du cours de l'histoire Attention Travail, une histoire de sécurité et de santé est à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec la sécurité des gens de mer, avec l'histoire toxique de l'industrialisation, les mines bien sûr, et évidemment l'amiante. Hommage aux travailleuses et aux travailleurs. Le blond à la technique d'Alia, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copès et Denis Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Mayouen Guiziou et Jeanne Delecroix. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.